Allez, première réunion de notre G3 Bourse. Donc le principe, on va se retrouver plusieurs fois dans l'année avec eux pour faire un point sur les marchés. Je vous les présente tout de suite. Avec nous, Jean-Marie Mercadal, directeur général délégué de chez OFI AM. Jean-Marie, bonjour. Bonjour Jean-François. Avec nous également le directeur général délégué de la financière de l'Échiquier, Olivier de Béranger. Bonjour. Bonjour Jean-François. Et puis, je faisais tout à l'heure référence à l'immobilier, à nos tables rondes sur l'immobilier, où nous avions le plaisir d'accueillir Jean-Marc Colli, qui était le propriétaire de l'immeuble où se trouvaient nos studios. Nous avons aujourd'hui le plaisir de retrouver le voisin, parce qu'il travaille 2 étages au-dessus du studio. C'est Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion. Didier, bonjour. Bonjour. Bien, allez, on vous l'a promis, on va naturellement parler des perspectives sur les marchés en 2021. On va aussi essayer en fin de séquence de s'intéresser à un dossier d'un produit qui a très bien fonctionné à une certaine époque, qui souffrait plus ces derniers temps en termes de collecte et qui affiche pour autant de belles performances dans l'année 2020, c'est les diversifier. Donc, faut-il les repenser? Comment les utiliser dans la gestion que vous proposez à vos clients? Mais avant, messieurs, je vous propose qu'on revienne quand même un tout petit peu sur l'année 2020. Alors, on a vu tout à l'heure lors du point marché les chiffres avec Nadine Trémolière. Donc, plutôt que vous demander des chiffres, je vais vous demander à chacun un mot pour qualifier l'année 2020. Jean-Marie Mercadal, OFI AM, votre mot? Finalement, c'est une année intéressante. Intéressante. Olivier de Béranger, la financière de l'Échiquier. Une année plutôt hystérique de mon point de vue. Hystérique, d'accord. Didier Saint-Georges, Carmignac Gestion. Je vais négocier, je vais m'en tirer avec 2 mots, action-réaction. Ok, c'est pas un titre de film ça, ou une séquence de film? Non, c'est une règle de physique. Ok, alors on regarde, intéressante, sur quel point Déjà, un scénario complètement inimaginable il y a un an. Il y a un an, on voyait ça de loin, on voyait en Chine une maladie qui arrivait, on voyait les Chinois qui commençaient à se confiner, on n'avait jamais imaginé qu'on aurait vécu la même chose quelques mois plus tard. Et donc, on a eu des réactions de marché extrêmement violentes en conséquence de cette stupéfaction qu'on a eue avec ce virus. Et puis après, on a eu des réactions totalement insensées sur les marchés avec des interventions massives des États et des banques centrales, une quasi-nationalisation de certains secteurs de l'économie et un rebond de marché extrêmement violent. Donc en l'espace de quelques semaines, on a eu un crack, un bull market, une stabilisation, un répit estival et à nouveau un bull market, le tout dans un contexte électoral un petit peu compliqué aussi aux États-Unis certaines, alors là on peut dire une certaine hystérie sur certains secteurs boursiers. Donc, alors justement, hystérie, Olivier de Béranger? Hystérie à la baisse, comme vient de le décrire Jean-Marie, c'est-à-dire une baisse rarement vue aussi rapide au premier trimestre et un rebond aussi rapide qu'a été la baisse. Et même plus récemment, on a eu un mois de novembre assez inédit d'un point de vue performance, puisque on a dû avoir la meilleure performance du Russell 2000, par exemple, aux États-Unis sur un mois. On a eu un des meilleurs mois boursiers sur le S&P 500. Donc finalement, un marché boursier gagné par l'hystérie et la même hystérie qu'on a constatée dans les relations internationales entre les États-Unis, la Chine ou l'Europe, dans la politique intérieure américaine lors de l'élection. Et donc pour moi, ça résume assez bien ce qui s'est passé. Une année avec des tensions tellement importantes, mais qui ont été vraies à la baisse, mais qui ont aussi été vraies à la hausse. Ok, ça, Didier Saint-Georges, ça amène votre action-réaction? C'est-à-dire que ça bougeait tellement qu'il fallait franchement bouger? Oui, c'est-à-dire qu'on a eu en 2020 une espèce de paroxysme de ce qu'on a vécu depuis 10 ans. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un énorme problème. Alors là, c'était une pandémie que le gouvernement a eu tendance, en Occident en particulier, comme vous disiez, sous-estimer, considérer que c'est loin, oublier que la Terre est ronde et que le monde est connecté. Et donc c'est arrivé, panique générale. À partir de ce moment-là, les gouvernements ont agi. Et ils ont agi vraiment de manière absolument magistrale, bien plus qu'en 2008. Donc à cette action qui était une crise très forte, choc externe, la réaction a été à due proportion.
ce qui est tout à fait logique. C'est pour ça que je ne pense pas que ce soit hystérique. C'est-à-dire que autant la surprise, c'était la pandémie, autant la réaction des banques centrales et des gouvernements, on savait que les gouvernements, et surtout les banques centrales, avaient pris l'habitude depuis 10 ans de réagir en cas de crise. Donc la réaction a été à mesure de la crise, et donc on a eu ce phénomène en V de marché qui a vraiment été un effet, c'est ce que je disais effectivement sous forme de boutade, comme en physique, à toute force de réaction, vous avez la génération immédiate d'une réaction. Ok, vous dites on a des choses finalement, on est dans une tendance longue, dans des mouvements qu'on avait quelque part un peu connus, ce qui justifie la cohérence des actions des banques centrales. Est-ce qu'il y a des changements, Jean-Marie Mercadal, notamment sur la situation européenne? Parce que là, pardon, oui. mais moi j'entends des vieux trucs de ma jeunesse, Maastricht, pacte de stabilité, 3%, etc. Là, si on prend un peu le terme d'hystérie, on a quand même le sentiment que ça vole en éclats, ce machin-là. Alors là, effectivement, c'est un côté intéressant aussi, je trouve, de cette année 2020, c'est que l'Europe va être obligée d'avancer. Les critères de Maastricht, comme vous le dites, Jean-François, ils sont complètement tombés maintenant. Aujourd'hui, on est trop loin pour pouvoir les respecter. C'était 60% de dette sur PIB et c'était 3% de déficit budgétaire. Là, on est à plus de 120% en France, 150% en Italie, donc on ne reviendra pas à 60%. Et les Allemands, qui étaient l'Europe du Nord d'une façon générale, qui étaient plutôt dans une optique de rigueur budgétaire, aujourd'hui a bien compris que de toute façon, si ces clients naturels que sont les autres pays européens faisaient des politiques trop austères, de toute façon, eux-mêmes, ils n'allaient pas s'en sortir. Donc de toute façon, il va falloir qu'on repense l'Europe. Et il y a eu un début d'avancée au moment où l'Europe, pour financer le plan de relance qui va être nécessaire, a décidé pour la première fois d'émettre une dette au nom de la Commission européenne. Alors ce n'est pas encore une dette, c'est pas un eurobond, mais c'est un début de changement, de construction et de logique pour la zone euro et qui va devoir s'adapter au cours des prochaines années et l'Europe va devoir être repensée d'une certaine façon. Ok, ça nous amène à lancer le débat sur les taux. Quelque part, l'ampleur des dettes. Est-ce que plus les dettes augmentent, plus on a en cours le risque d'inflation, etc. Olivier Béranger, vous avez un passé taux, certain, puisque c'est votre culture de gestion d'origine. Votre sentiment par rapport à ça? Alors, ce n'est pas l'encours des dettes qui crée l'inflation. L'inflation, elle vient d'autres facteurs. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a devant nous une montagne de dettes qu'on a l'impression, de toute façon, qu'on ne remboursera jamais. Soit parce qu'elle sera prorogée indéfiniment, soit parce qu'elle sera restructurée. Juste, ça veut dire, après 2008, on nous a beaucoup parlé de répression financière. Donc répression financière, c'est un principe qui consiste à dire qu'artificiellement, on baisse le niveau des taux par tout un tas de mesures d'intervention des banques centrales, etc., avec pour objectif de faciliter le remboursement de la dette. Là, vous êtes en train de nous dire, on a des taux qui sont bas et on ne cherche même plus à essayer de la rembourser. Non, on cherche à rouler devant nous la boule de dette qu'on est en train de créer. Mais ce qui est paradoxal dans la situation actuelle, c'est si vous regardez la charge de la dette dans la plupart des pays développés, elle est plutôt inférieure à ce qu'elle était il y a 5 ou 10 ans. Donc on a un stock de dette qui a été parfois multiplié par 2, mais on a une charge d'intérêt qui est à peu près stable dans la durée. Alors il faut regarder pays par pays, mais l'ordre de grandeur, c'est ça. Et c'est la grande différence par rapport à la crise de 2008 dont parlait Didier tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en 2008, on a commencé par faire quelques mesures de soutien et très vite, on est re-rentré dans l'austérité budgétaire avec ce but de rembourser la dette qu'on avait créée sur le choc conjoncturel. Là, ce n'est pas du tout le cas. Là, même le FMI demande aux États souverains de s'endetter pour relancer la machine. Donc on a un soutien qui est complètement inédit, puisqu'on a un soutien monétaire auquel vous faisiez allusion qui est incroyable, et on a en même temps un soutien budgétaire. Et c'est en ça que c'est très différent de 2008-2009. Ok, il y a une question que tout le monde se pose, parce qu'on a quand même une récession d'une ampleur inégalée dans ce que l'on a connu ces derniers temps. Et puis on a fièrement des marchés actions qui affichent des progressions à peu près partout sur le monde, à part un peu sur le marché européen. Il y a une sorte d'un peu de sentiment finalement, d'un côté il y a le monde réel qui ne va pas très bien, et puis il y a la finance, il y a la bourse qui finit par monter. Tout se paie vraiment trop cher, Didier Saint-Georges?
Alors, il y a plein de choses dans ces questions-là, et d'ailleurs, tout est lié, et la question des actions, des valorisations est liée au taux d'intérêt, naturellement. Il est évident que c'est les taux d'intérêt très très bas qui permettent, quand vous actualisez les cash flows, d'avoir des valorisations élevées. Et la question que vous avez posée avant, elle est absolument majeure, quoi. C'est de se dire, est-ce que 2020, c'est le début d'une nouvelle tendance? C'est-à-dire qu'on a atteint les points bas sur les taux d'intérêt, et qu'avec les relances, les déficits, il va y avoir quelque chose d'un emballement. C'est-à-dire quelque chose qui serait finalement l'image miroir de ce que certains d'entre nous ont connu au tout début des années 80, quand on est arrivé Reagan et Thatcher dans le monde libéral, la baisse des taux d'intérêt, la baisse de l'inflation, c'est depuis 80, donc ça fait 40 ans de baisse de taux d'intérêt, de baisse d'inflation. Est-ce que ça y est, on a atteint le point bas et on ouvre une grande période maintenant qui va être une remontée de l'inflation, une remontée de la régulation, etc. Ou est-ce qu'on va rentrer dans une situation japonaise? Oui, absolument. À la rigueur, j'ai tendance à vous dire, C'est si je fais le miroir, l'inverse du miroir de votre scénario, c'est la japonisation de l'économie mondiale. Oui, absolument. Cette question-là, à mon avis, elle est fondamentale. Elle est peut-être prématurée parce que pour l'instant, on est quand même toujours ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire une économie réelle qui est quand même très affaiblie par le choc de l'année dernière, un niveau de chômage qui a considérablement augmenté, une surcapacité de production absolument partout. Donc c'est quand même difficile de voir en 2021 un rebond de l'inflation absolument considérable. La question qui se pose pour les marchés, c'est est-ce qu'ils vont, même si ça ne se produit pas en 2021, est-ce qu'ils vont commencer à anticiper qu'il y a un changement de régime qui va prendre du temps, mais si on parle d'un phénomène de 40 ans, on a un peu de marge, qui pourrait prendre du temps. Et quand vous regardez les marchés obligataires, les taux très longs, 20 ans, 30 ans, qui sont quand même moins manipulés par les banques centrales, eux commencent à bouger un petit peu. J'aime bien votre expression, moins manipulé par les banques centrales. Est-ce qu'aujourd'hui, on va... parce que, pardon, mais historiquement, les banques centrales, elles n'ont rien à faire sur les taux longs. La politique des banques centrales, elle se fait sur les taux courts, elle ne se fait pas sur les taux longs. Jusqu'au quantitative easing. Jusqu'au quantitative easing, jusqu'à la situation japonaise où on est quasiment en train de donner des ambitions de la part de la Banque centrale sur la courbe. Jusqu'où on va? On revient... J'ai posé la question de manière un peu cash et journalistique. Est-ce qu'on va plus vers une économie qui devient de plus en plus régulée par les banques centrales, ou est-ce qu'on va revenir vers nos modèles traditionnels? Ou est-ce qu'on va finalement finir tout chinois? Jean-Marie? Comme disait Didier, à long terme, on ne sait pas trop, mais pour l'horizon qui nous concerne en gestion, c'est-à-dire dans les 2-3 ans, je pense que les banques centrales vont garder le contrôle. Et il y avait un article très intéressant, une interview du président de la Fed de Minneapolis il y a à peu près 10 jours. Il explique bien, il dit finalement la politique monétaire américaine, elle permet que les taux restent bas, mais finalement ça profite aussi aux entreprises, parce que par rapport au débat économie réelle, non réelle, le fait que l'État aide les chômeurs, aide les entreprises, et maintenant je crois qu'ils vont distribuer, le gouvernement américain va distribuer directement des chèques aux contribuables, ça fait que finalement, grâce à la Banque centrale et à la finance d'une certaine façon, finalement ça revient aussi dans l'économie réelle. Donc les banques centrales l'ont bien expliqué, je crois, enfin en tout cas la Fed et le président de la Minneapolis l'explique, il dit de toute façon on ne peut pas se permettre que les taux remontent et de toute façon on va rester avec des taux à zéro parce qu'il faut que le chômage baisse encore et il faut qu'on arrive à une inflation un peu plus élevée, mais ça va prendre du temps. Et il nous l'a bien expliqué, le chemin est clair. Olivier, ma question quand même, quid de la valo? C'est-à-dire que est-ce que dans cet environnement-là, les valos qu'on a connus sont déraisonnables ou pas? Les valos de quels actifs? Les actions. Les actions. En fait, ce qui est intéressant, ce que vient de dire Jean-Marie, c'est qu'il y a une espèce de jeu de je te tiens, tu me tiens par la barbichette entre les États qui s'endettent et les banques centrales qui ont déjà acheté un gros stock de ces dettes. C'est-à-dire que la Fed doit détenir à peu près 18-19% du stock de treasuries. La BCE détiendra à la fin de l'année probablement quasiment un tiers de la dette italienne, plus de 25% de la dette allemande ou française. Donc de toute façon, elles ne peuvent pas s'arrêter du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Il faudrait qu'il y ait un régime de transition qui prendra, je pense que
même plus que 2 ou 3 ans, peut-être 3 à 5 ans. Alors- Et donc, dans ce cadre-là, les de taux qui vont rester plutôt bas, alors après, que le T-Note soit 0,9 ou 1,50, pour moi, c'est pas très grave. Mais dans ce cadre-là, Ok, il est juste quand quand même même- difficile de ne pas actualiser les cash flows sur des taux bas pour un D'accord. pour un Juste temps ce assez que long. vous êtes en train de me dire, parce que c'est important. Vous me dites le T-Note, c'est-à-dire le taux américain 0,9 ou 1,50, c'est pas une catastrophe. C'est pas ça qu'on appelle une forte remontée des taux. C'est-à-dire que si on a un mouvement de cette nature, c'est pas. Non, vous connaissez sûrement le VIX. Le VIX, c'est l'indice de la peur sur les actions. Il y a la même chose sur les taux, ça s'appelle le MOVE. Et le MOVE, c'est la volatilité, en gros, du marché obligataire américain. Il a juste touché son plus bas en fin d'année dernière. Et quand on parle de remontée de taux, finalement, le 10 ans américain, il se balade entre 87 centimes et 97 centimes depuis près de 3 mois. Donc, il ne bouge pas. Donc, pour l'instant, il n'y a pas le feu dans la maison. Didier Saint-Georges. Ouais, sur la question de valorisation des marchés actions, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est ce que disait Jean-Marie, c'est qui est absolument décisif. C'est-à-dire que, ce que vous disiez tous les deux, c'est-à-dire qu'on a effectivement la garantie par les banques centrales que la politique monétaire va demeurer extrêmement accommodante très longtemps. Et dans le même temps, vous avez cet épisode de vaccination qui permet d'anticiper un certain rebond de l'activité économique réelle d'ici peut-être 6 mois, 9 mois, on verra. Mais en tout cas, il y a bien cet horizon qui se présente. Et donc, vous avez les deux en même temps. Comment ne pas imaginer des marchés actions optimistes quand vous avez en même temps le soutien monétaire qui correspond à une situation de crise, alors que vous commencez à anticiper une sortie de situation de crise? On ne peut pas s'étonner que les marchés actions montent. Maintenant, Alors vous me parlez d'anticipation. Justement, comment vous qualifieriez 2021? Parce que là, vous êtes en train de nous dire, voilà, on est en train de voir un certain nombre de choses. Pour vous, si je vous demande un mot, 2021, c'est quoi? Tout à l'heure, vous m'avez dit pour l'économie 2020. ou les marchés? Ah, mais la clé, elle est là, parce que précisément, encore une fois, le raisonnement doit avoir sa cohérence. C'est-à-dire que, les marchés montent pour une raison absolument incompressible, qui est que l'économie sort de crise, alors que le soutien monétaire continue d'être un soutien de crise. Donc forcément, vous augmentez la valorisation des actions. Maintenant, ce retard que vous décrivez entre l'économie réelle, qui n'est pas nouveau, qui date depuis 10 ans, par rapport à la hausse des marchés financiers, il explique de manière complètement directe le fait que les valeurs de croissance, la technologie, etc., qui n'ont pas besoin d'une macroéconomie porteuse, aient superformé considérablement. Et 2020 est exactement ça, la puissance 10. Et donc, il me semble que si, dans les prochaines années, on a une perpétuation de cette déconnexion entre une économie réelle qui va s'améliorer mais qui va rester faible et un soutien monétaire qui va rester fort, ça suppose qu'en effet, la logique de marché ne va pas vraiment changer fondamentalement et que donc les valeurs de technologie, les valeurs de croissance vont rester porteuses et donc la valorisation des marchés qui est tirée par ce secteur-là risque de demeurer élevée. Ok, alors maintenant justement, on va essayer de se projeter un peu dans vos scénarios pour 2021. Vous, économiquement, puisque Didier Saint-Georges vient de nous expliquer qu'il fallait quand même penser à bien dissocier l'économie de la finance, parce qu'il pouvait y avoir des phénomènes techniques liés aux taux qui avaient leur incidence. Olivier de Béranger, à la financière de l'échiquier, vous voyez l'année 2021 comment? Vous arrivez plutôt optimiste, plutôt pessimiste? Alors si comme Didier, j'ai le droit à 2 mots, je dirais raisonnablement optimiste. C'est-à-dire que je pense que comme il vient très bien de le décrire, la situation monétaire, la situation budgétaire sont des soutiens très importants au marché financier. Si on est, comme je le pense, dans un scénario où les taux, même s'ils bougent un peu, vont rester plutôt bas, il n'y a pas de raison fondamentale pour que les marchés financiers performent très mal en 2021, sauf choc exogène. Ok, donc on a une question de quelqu'un qui nous dit comment vous anticipez l'année 2021? Peut-on espérer une euphorie post-Covid ou au contraire un retour de bâton avec la fin des aides étatiques? Vous dites retour de bâton peu probable. A priori non, mais euphorie post-Covid non plus. C'est-à-dire qu'on l'a déjà eu au mois de novembre, l'euphorie post-Covid pour une bonne partie. C'est-à-dire qu'on a anticipé que la vaccination aurait un effet positif sur le cycle économique. Si c'est retardé de quelques semaines ou quelques mois, parce que c'est plus compliqué, parce qu'il y a des reconfinements, parce que c'est pas si simple de vacciner un pays entier, et je pense que la France est un bon exemple, c'est pas dramatique. Si ça devient plusieurs trimestres, là, on aura une année 2021 plus difficile. Mais pour l'instant, c'est pas notre scénario central. Ok, donc j'entends raisonnablement optimiste,
ça veut dire redémarrage de l'activité avec un point d'inquiétude qui peut être la situation sanitaire. Jean-Marie, après on va regarder les facteurs de risque. Votre scénario central, il est où? Nous, il est positif parce qu'on a le sentiment que justement l'économie va redémarrer parce qu'on va finir par vacciner tout le monde. Et l'économie va redémarrer et peut-être plus vite que ce qu'on peut imaginer. On a déjà eu un exemple à la fin du premier confinement. En fait, on a redémarré très vite et nous, on pense qu'on peut redémarrer très vite encore une fois. Alors, à court terme, le marché peut corriger un peu. On est allé un peu vite. Donc, nous, on voit peut-être au mois de janvier, peut-être une petite baisse et après, on va repartir sur des anticipations de croissance qui vont s'améliorer avec des répercussions sur les bénéfices des entreprises et comme disait Didier, avec des taux très bas. Et puis nous, on trouve qu'il n'y a pas trop de bulles sur les marchés. Je dirais que il y a peut-être des segments du marché action où il y a des bulles, mais ils sont tout petits en termes de capitalisation. Est-ce que globalement, dans l'ensemble, il n'y a pas de bulles. Vous parlez de l'évolution des résultats. Est-ce que globalement, aujourd'hui, si on regarde les résultats que sortent les entreprises en 2020 par rapport à ce qu'on anticipait à la fin du premier trimestre, on se dit on a évité la cata et les boîtes ont vachement bien réagi? Bien sûr, ils sont bien meilleurs. C'est-à-dire que si vous regardez les anticipations de résultats du S&P fin mars ou début avril, on était sur moins 30, moins 35% de baisse des bénéfices par action. C'était ce que le marché anticipait, ce qui était logique avec une chute de l'économie réelle telle que celle qu'on a connue. Et alors, on ne connaît pas encore le résultat, mais probablement qu'on va être entre moins 15 et moins 20. Donc, une baisse de résultats beaucoup moins forte qu'attendue. Alors, ce qui est très lié, c'est ce que disait Didier tout à l'heure, à la composition aussi des indices. C'est-à-dire que dans les indices, et les principaux indices, notamment américains, le poids des technologies qui non seulement n'ont pas souffert du confinement, mais en ont plutôt profité, font que la baisse des BPA de l'indice est plutôt sympathique. Didier Saint-Georges, votre sentiment sur l'année 2021? Votre scénario central? Alors, deux choses. Première chose, on saura peut-être demain le résultat des dernières sénatoriales américaines. Or, ce n'est pas un épiphénomène. C'est quelque chose qui peut être majeur. Sur le plan du cycle économique, du plan de relance, selon qu'on a une majorité démocrate ou pas au Sénat, c'est 600 milliards de dollars de différence dans le stimulus budgétaire. Donc autrement dit, le sujet, c'est si les démocrates remportent les 2 sièges qui sont en jeu cet après-midi, enfin chez nous et aux États-Unis, la majorité change. Vous avez dans ce cas-là peut-être 5% de croissance du PIB aux États-Unis, alors que si vous avez une majorité républicaine qui bloque, à la manière dont l'avait bloqué Obama en son temps, vous avez 3,5% de croissance. Sur une économie américaine, première économie du monde, ça vous fait un impact sur la croissance globale qui est tout à fait majeur. Donc, reposons-nous la question dans quelques jours quand même. Maintenant, à côté de cela, effectivement, il y a ce sujet de la polarisation absolument majeure des comportements de marché. Donc, c'était le cas depuis 10 ans et ça a été exacerbé l'an dernier. Et que donc, vraiment, mais de plus en plus, se poser la question de quelle est votre anticipation pour le marché 2021 a de moins en moins de sens, exactement comme ça n'en avait pas en 2020, puisque selon que vous étiez sur les banques ou les pétrolières ou sur la technologie, vous aviez moins 40 dans un cas, plus 40 dans l'autre. Donc, l'écart autour de la moyenne est devenu tellement énorme que vraiment, il faut se poser la question des segments de marché ou des types de valeurs et non pas des indices. Et si je reviens sur la question de l'économie, parce que Jean-Marie nous disait il y a de cela quelques instants, l'économie, on est plutôt optimiste, etc. Est-ce que la résistance de l'économie n'est liée qu'aux aides de l'État? On avait la question d'un internaute qui nous disait est-ce que la fin des aides étatiques, ça va changer les choses? Est-ce que finalement l'économie ne démontre pas aussi d'assez grandes capacités de réaction et d'adaptabilité? Oui, nous, la crainte que l'on a chez Carmignac, c'est à tort ou à raison, c'est que la lecture de 2021 va être compliquée parce qu'on va avoir un début d'année qui va être mauvais. On est plusieurs pays qui vont se reconfiner les uns après les autres. Derrière, à un moment donné, peut-être 2e, 3e trimestre, au contraire, là, l'arrivée des vaccinations, l'envie de dépenser, les taux d'épargne très élevés, etc., peuvent nous donner des chiffres tout à fait spectaculaires. Mais en même temps, ce ne sera que du rattrapage.
Ce sera que du rattrapage et avec des effets de base très positifs. Et par conséquent, on peut très bien avoir sur la fin d'année quelque chose qui, au contraire, là, va plus vraiment être un feu d'artifice, mais va être une situation où à la fois, ça y est, le rattrapage a été fait, les gouvernements commencent à se dire tout de même, est-ce qu'il ne faut pas qu'on commence à être un peu plus raisonnable également? Puis si l'économie a été mieux, peut-être que les banques centrales elles-mêmes vont finir par se dire, on va peut-être lever le pied un petit peu. Et donc, vous avez peut-être sur 2021 des phases vraiment très très différentes, ce qui fait que donner un commentaire général sur l'année, à mon avis, vous prend un peu en porte-à-faux, parce qu'il va falloir, me semble-t-il, gérer quelque chose de plus complexe que 2020. Didier qui justifie pourquoi on a fait une émission en se voyant plusieurs fois dans l'année, parce qu'on sentait bien qu'on ne pouvait pas vous faire un long fleuve tranquille dès le mois de janvier, qu'il fallait qu'on y passe un peu de temps de creuser les dossiers. Juste quand même, je rebondis, je lance le débat sur ce que vient de dire Didier Saint-Georges, sur la capacité qu'ont les différents États de, entre guillemets, à un moment, resserrer la vis. Est-ce que politiquement, aujourd'hui, c'est acceptable? On voit bien, on est dans un pays qui est râleur historiquement, mais on voit bien que partout, il y a des problèmes d'acceptabilité des mesures, il y a des problèmes d'acceptabilité des crises économiques où on dit on aide les entreprises et on laisse tomber les gens. Est-ce que, quelque part, politiquement, on peut revenir à l'ancien monde en disant les gars, on vous rappelle qu'il faut quand même, ou est-ce que finalement, au-delà du problème économique, il y a aussi un problème politique, il va y avoir des élections en Allemagne, il va y avoir des élections en France, on n'est pas un peu coincé, Olivier de Béranger? Ah oui, je pense qu'on est un peu coincé. Et c'est d'ailleurs pour ça que la réponse des États à la crise Covid 2020 n'a pas été la même que celle de 2008-2009 ou même de la crise grecque. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, ce serait impossible de faire avaler à des populations européennes les cures d'austérité qu'ont subi la Grèce ou même l'Espagne et l'Italie post-crise de l'Europe périphérique. Donc oui, le retour à la normale sera forcément plus long. Et c'est pour ça que ça rejoint ma conviction de tout à l'heure que les banques centrales ne vont pas se retirer du jour au lendemain parce que là, il y a du travail devant nous et pour au moins 3 à 5 ans. En plus, n'oublions pas qu'on a des élections en Europe, et notamment en France, en 2022. Et que c'est rarement dans l'année qui précède des élections que les gouvernements serrent la ceinture de leurs électeurs. Alors, on a constaté notamment que toutes les banques centrales menaient à peu près le même type de politique. Ça avait eu un effet jusqu'à une période récente, c'est que le marché des devises était relativement calme. Là, on constate que ça recommence un peu à s'exciter. Est-ce qu'on court le risque aujourd'hui d'avoir une guerre commerciale, une guerre derrière cette crise sanitaire? Une guerre d'échange. Une guerre d'échange. Moi, comme toutes les politiques monétaires ont été les mêmes, finalement, il n'y avait pas tellement de différence de valeur intrinsèque d'une monnaie par rapport à l'autre. C'est pour ça que l'année dernière, finalement, les parités de change sont restées, on va dire, globalement assez stables. Ça a commencé à bouger quand le dollar s'est surtout mis à baisser. Parce que la politique envisagée de Biden, si jamais il arrive à monter ses plans de relance et tout ça, ça fait qu'il y a un consensus qui se dessine en faveur d'une baisse du dollar. Et c'est vrai que le dollar a baissé contre tout. Il a baissé contre l'euro, mais il a baissé aussi contre toutes les devises émergentes, et notamment contre la devise chinoise. Donc c'est surtout le dollar qui s'est mis à baisser en fin d'année, parce que les marchés ont le sentiment que la politique budgétaire américaine va être un peu plus laxiste qu'ailleurs. Mais nous, on ne pense pas que ça amène des grands mouvements, puisque de toute façon, les politiques budgétaires vont être souples et accommodantes. Et pour finir sur la question de tout à l'heure, on est dans des sociétés qui peuvent devenir violentes aussi. N'oublions pas, on a vu aussi ces derniers temps plus de violence en Europe et aussi aux États-Unis. Donc les gouvernements ne prendront pas le risque d'avoir des politiques trop austères, surtout que c'est incompréhensible tout cet argent qui sort, et les gens ne comprendraient pas qu'on soit dur avec eux alors qu'on a donné de l'argent aux banques, aux entreprises, etc. Donc ça va rester quand même des politiques assez laxistes budgétairement un peu partout. Ok, allez, maintenant on vient de faire le tour du monde, on vient de traiter des grands sujets. On est là aussi parce qu'il y a des conseillers qui nous écoutent et qui veulent naturellement comprendre ce qui se passe, mais aussi avoir des idées d'investissement sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. On va jouer un petit jeu, on va faire des matchs. Réponse en juste un point. On en creusera certains, on n'en creusera pas d'autres parce qu'il nous reste 8 minutes et on a encore plein de sujets à traiter. Premier match, action ou taux? Je pense que là, on va tous être à peu près d'accord. Action? Bah oui, action. Action. Tout sauf les taux.
Ok, donc ça c'est la réponse à quelqu'un qui nous a posé la question, nous disant quels fonds obligataires pour les 12 prochains mois. La réponse d'Olivier de Béranger, c'est tout sauf les taux. Parfait. Alors Je parle des Olivier. taux souverains. Ok, alors, du coup je vais rester avec vous. Je suis d'accord, ça n'empêche pas une bonne gestion obligataire de bien performer. Exactement. Ok, deuxième question, en termes de style, on en parlait, d'un marché où il y avait, qui était un peu polarisé entre deux trucs, croissance ou value? Alors là, je suis désolé, mais je vais être obligé de faire une réponse de Normand, parce que justement, je pense que l'année après l'hystérie de 2020, 2021 sera quand même un peu plus équilibré dans les portefeuilles. Les thématiques long terme de croissance séculaire, ça marchera toujours, surtout dans un environnement de taux bas, mais quand même le rebond cyclique qu'on attend tous au deuxième trimestre de l'année devrait quand même permettre, alors pas aux valeurs value, mais plus aux valeurs cycliques de qualité, de faire une performance assez honorable. Une cyclique de qualité, c'est quoi? C'est des entreprises qui ont une prise directe sur le cycle, mais qui ne sont pas endettées, qui ont un bilan plutôt sain, qui ne sont pas en ligne de survie avec les prêts des garanties de l'État. Jean-Marie Mercadal, croissance ou value? Pour être synthétique, value pour les 6 prochains mois. Ok. C'est dans la cohérence, de ce que vous nous avez présenté tout à l'heure, d'une amélioration macroéconomique meilleure que ce qu'escompte aujourd'hui le marché. Didier Saint-Georges. Moi, ma crainte, c'est que les marchés, déjà aujourd'hui, surestiment ce que peut être le rebond économique, qui va avoir lieu en effet, mais qui est déjà fortement reflété dans le comportement des valeurs cycliques depuis 3 mois. Donc je pense qu'à partir des niveaux actuels, déjà, ils préfèrent être sur la croissance que sur value et cyclique. Ok. Dernière question sur cette partie-là des petits matchs. À titre de diversification, USA ou Chine? Jean-Marie Mercadal. Chine. Didier Saint-Georges. Je pourrais Chine. développer après. Chine ou société exposée à la Chine. Jean-Marie, la Chine, pourquoi? Oui, parce que d'abord, la Chine a montré pour la première fois vraiment une décorrélation, une déconnexion un peu avec le monde occidental. Alors, quelquefois, c'est voulu aussi par les autorités politiques chinoises. On a vu la zone libre maintenant sur l'Asie. C'est un marché qui est extrêmement profond, hein. Il y a plus de 3000 valeurs cotées. Et il y a beaucoup de valeurs d'excellente qualité dans les domaines technologiques, biotechnologiques, on va dire disruptifs, comme on dit maintenant en anglais. Et notamment dans les nouvelles énergies. Et puis c'est un marché qui va rentrer dans les indices internationaux. Pour l'instant, l'accès au marché chinois était très difficile, c'est en train de s'ouvrir et le pays est en train de rentrer dans les indices internationaux, que ce soit d'ailleurs obligataires ou actions. Donc les flux vont plutôt aller vers la Chine, qui est très sous-représentée dans les portefeuilles internationaux en plus. Didier Saint-Georges, votre sentiment là-dessus, et notamment sur ce phénomène technique qui est que finalement, d'un point de vue boursier, la Chine est loin de représenter ce qu'elle représente d'un point de vue économique. Oui, absolument. Et c'est aussi parce que vous avez dans les entreprises cotées chinoises beaucoup de banques dont tous les investisseurs internationaux se passent allègrement. Et donc, moi, les raisons pour lesquelles je serais favorable à la Chine sont un peu complémentaires de ce que disait Jean-Marie. Ce n'est pas tellement pour des raisons de surperformance économique. En réalité, la surperformance économique, elle a eu lieu en 2020. Parce qu'ils ont mieux traité le problème. Et en plus de ça, étant exportateurs vers les États-Unis, ils ont profité des plans de soutien américains. Et c'est pour ça que le déficit commercial s'est effondré, s'est creusé aux États-Unis. Donc la surperformance économique, elle a eu lieu en 2020. Et en 2021, ce serait plutôt le contraire. C'est-à-dire que le rebond qui peut avoir lieu avec les vaccins aux États-Unis et même en Europe aura moins lieu en Chine. Donc l'économie chinoise va plutôt perdre un petit peu de son différentiel, de son avantage de croissance en 2021. En revanche, la monnaie risque de bien mieux se tenir que le dollar et donc attirer des capitaux vers la Chine. Les taux d'intérêt sont plus élevés en Chine que dans le reste du monde. Ils n'ont pas fait le quantitative easing, ils n'ont pas fait cette espèce de matraquage des taux d'intérêt. Et par conséquent, il y a une possibilité de baisse de taux d'intérêt, ce qui veut dire que non seulement les actions, mais les obligations en Chine pourraient être attrayantes. Et donc, on a un environnement qui n'est pas forcément sur le plan macroéconomique particulièrement enthousiasmant, mais sur le plan des valorisations des actifs financiers, là, ça peut être intéressant. Et effectivement, je confirme, mais ça, c'est pas nouveau, que quand on recherche des valeurs de croissance, de technologie au sens large, on en trouve aujourd'hui énormément en Chine et pas seulement aux États-Unis. Olivier de Béranger, votre réaction, c'était de dire la Chine, oui, voire plutôt aussi des sociétés exposées à la Chine. Est-ce qu'il peut y avoir une inquiétude politique sur la Chine et sur la relation du pouvoir politique avec ces industriels? On voit ce qui s'est passé sur la privatisation ratée, l'introduction ratée. On voit ce qui est en train de se passer autour de Jack Ma aujourd'hui.
Est-ce que ça, c'est un élément à prendre en compte? C'est pour ça que je rajoutais, ou à travers des sociétés américaines ou européennes exposées à la zone géographique, qui est d'ailleurs plutôt l'Asie en général que la Chine en particulier. Mais c'est vrai que vous êtes quand même mieux protégé en achetant des sociétés européennes ou américaines exposées à la Chine, d'un point de vue comptable, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue gouvernance. Vous risquez moins que quand vous achetez une valeur chinoise. Après, on connaît les bisbilles politiques entre Jack Ma et le pouvoir chinois. C'est quand même un cas qui me semble un peu particulier. Et de toute façon, ça ne remet pas en cause les leaders chinois tels que Alibaba ou autres, qui de toute façon ne sont plus dirigés par leur fondateur depuis longtemps et qui, d'un point de vue microéconomique, vont faire des bons résultats et produire des BPA qui vont être satisfaisants. Donc il y a quand même deux niveaux de possibilités d'investir dans cette zone. OK. Allez, il est 57, donc officiellement il nous reste 3 minutes. On va peut-être grignoter un peu. On va quand même ouvrir 2 secondes quand même le dossier des diversifiés. Je le disais puisque je vous le promettais au début. Produit très largement souscrit à une certaine époque, qui a eu ces dernières années des difficultés en termes de collecte. Il y a peut-être aussi des difficultés en termes de storytelling. Face à d'autres produits, je pense notamment aux thématiques où on raconte une histoire peut-être plus accessible pour les clients. Est-ce qu'il faut et comment quelque part rénover les fonds diversifiés, Olivier de Béranger? Je crois qu'il faut les typer, c'est-à-dire qu'il faut plus que ce soit un mix d'actifs qui sont regroupés dans un fonds, mais il faut que ce soit une proposition qui est claire pour le conseiller. Un des fonds que je gère, qui s'appelle Arti, vient par exemple d'obtenir le label ISR d'État français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la sélection des titres, que ce soit obligataire, privé ou actions que nous mettons en portefeuille, on met en œuvre tout le processus de sélection qu'on a développé à la Financière de l'Échiquier depuis plus de 12 ans. Donc ça, c'est une proposition claire sur qu'est-ce qu'on fait. On choisit des émetteurs, actions, obligations, qui répondent à des critères ESG minimum, puisqu'on a le label. Et ensuite, la proposition de fonds diversifiés reste toujours quand même intéressante en termes de niveau de volatilité et en termes de résultats. Je pense que les fonds diversifiés représentés autour de cette table ont tous eu des performances positives l'année dernière, ont tous eu des volatilités nettement inférieures aux indices actions. Et de toute façon, on ne va pas proposer au client final de mettre 100% de son épargne sur un fonds action. Donc la proposition de valeur, je pense qu'elle est toujours là si elle est bien claire et bien comprise par celui qui la vend à son client final. Jean-Marie Mercadal, justement, quelle est la proposition finalement qu'on fait au client? Moi, j'ai regardé un peu votre gamme. Il y a quelque chose qui m'a surpris. Vous avez à la fois des fonds diversifiés où vous gérez l'allocation d'actifs et le choix des valeurs. Puis vous avez un produit qui s'appelle Multitrack où là, vous faites du tracker. Tout à l'heure, Nadine Trémolière nous a expliqué qu'elle n'était pas super fan de tracker. Oui. Là, sur ce choix-là, sur ce produit-là, vous faites un choix de tracker. Oui. Qu'est-ce qu'on vend? On vend de l'allocation d'actifs simplement? On vend du picking? On vend quoi? On vend d'abord un choix de tracker ISR, donc, mais effectivement, on vend surtout la capacité à être mobile dans les allocations sur un plan international. C'est ça la promesse, c'est qu'on dit à nos clients que la valeur ajoutée d'un gérant, c'est de savoir sur le moyen long terme, parce que tout le monde ne réussit pas tout le temps, comme on le sait, c'est d'avoir la capacité à trouver les bons actifs au bon moment et les garder suffisamment longtemps et d'avoir une gestion dynamique du portefeuille sur le moyen terme pour justement obtenir un bon ratio de performance par rapport au risque qui est la promesse en quelque sorte qui est donnée aussi. Et donc dans un fonds comme celui-ci, effectivement, la promesse c'est plutôt de l'allocation sur une base internationale, mais avec une logique aussi de sélectionner des trackers et des ETF. Il y en a énormément. Aujourd'hui, le gisement de recherche sur les ETF, c'est énorme. Le développement est exponentiel. Et donc, il y a aussi ce travail de rechercher les bons ETF, et notamment dans le domaine ISR. Didier Saint-Georges, quand on parle de fonds patrimoniaux, on a tous le souvenir de l'année 2008, qui quelque part avait généré le mouvement avec la performance qui avait été réalisée par Carmignac Patrimoine. C'est marrant parce que souvent j'entends dire les gérants, ce que Jean-Marie vient de dire, on va chercher les gisements de valeur, etc. Vous, il y a de cela quelques années, vous avez lancé un Carmignac Patrimoine Europe. Et en plus, il fait mieux que l'international cette année. Déjà, pourquoi ? Oui, il doit faire 14,5 quand Carmignac Patrimoine fait 12,5.
Ça va. Enfin, Non, mais à 1 alors- ou 2% près, Ouais, non, mais- ça va être lié à, Non, mais à c'est- quelques pardon, opérations. pardon de défendre la les performance gérants, est similaire, mais ouais. c'est quand même génial quand on voit la situation des marchés européens par rapport aux marchés internationaux. Oui, bien sûr, mais enfin, les marchés obligataires se sont très bien tenus en Europe également, donc, et vous n'avez pas de risque de change, etc. Donc, ça veut dire 1 ou 2% d'écart sur une année, ça pouvait avoir le contraire l'année suivante. Maintenant, pourquoi on avait lancé Carmignac Patrimoine Europe? Ça, c'est effectivement c'est une question légitime. C'était de se dire qu'en effet, il y a une promesse dans un fonds patrimonial, et depuis 1989, la promesse de Carmignac Patrimoine est restée la même, et donc c'est celle des 3 fonds patrimoniaux, parce qu'on a Carmignac Emerging Patrimoine également. C'est 2 choses. C'est faire fructifier vraiment l'épargne à long terme, ça fasse une différence par rapport au taux de caisse d'épargne, vraiment faire une différence pour l'épargnant à long terme, et d'autre part, bien traverser les crises. Ne pas se retrouver dans une situation où tout ce travail de long terme se retrouve dilapidé parce qu'une crise survient. Or, les crises, ce n'est pas une théorie. 2000, 2008, on a eu 2020, on a eu 2011 en Europe. Donc c'est un vrai sujet. C'est-à-dire avoir les deux bouts de la ficelle, être vraiment assez, comment dirais-je, j'ose pas dire agressif, mais ambitieux en tout cas sur la performance de long terme et vraiment traverser les crises. Donc c'est ça la promesse, et il est clair que certains investisseurs ont un univers de réflexion, d'investissement qui est plus Europe, d'autres d'ailleurs très émergents, mais avoir cette entrée sur ces univers d'investissement avec ce type de promesse, nous semblait correspondre à un besoin, et c'est effectivement le cas. Quand on regarde nous, le succès de ces 2 fonds-là, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est une façon pertinente d'investir dans l'univers européen ou d'investir dans l'univers émergent. Ok, question. En pratique, les perfs ont été globalement bonnes sur ces produits-là cette année. On se dit quoi? On voit si le marché réagit positivement. On va voir ça en quoi? 3-6 mois? Si les conseillers se disent finalement, c'est un truc que j'avais un peu oublié, cette histoire-là, c'est peut-être pas mal d'en remettre chez le client. Je peux parler du cas Darty que je gère, où effectivement on a eu des sorties entre, on va dire, 2018 et le premier trimestre 2020. Ça s'est stabilisé au 2e trimestre, et depuis ça souscrit légèrement. Pas sur les rythmes aussi importants qu'on pouvait avoir avant 2018, mais ça ressouscrit. Donc je pense que l'intérêt du produit, et c'est surtout le coût rendement risque qu'il faut regarder. C'est-à-dire que certes, si vous avez acheté un fonds d'intelligence artificielle chez nous, vous avez fait 90% de perf, mais vous l'avez fait avec une volatilité quand même assez élevée. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui veut savoir s'il faut continuer à y croire, à l'intelligence artificielle. Bien sûr, c'est un trend de long terme. On ne garantit pas la même performance tous les ans, en revanche. Ok, super. On le rappelle, réglementation, les performances passées ne préjugent pas